Et maintenant sur votre radio préférée, le Collectif présente... Dans une heure, c'est terminé. Est-ce que c'est une révolution physique ? Toute découverte est une sorte de révolution. Ma position, c'est qu'il faut confier aux machines plus de responsabilités. Le Collectif présente Dans une heure, c'est terminé. C'est une émission sur la citoyenneté et la science. Avec une approche à la fois collective, conviviale et humoristique. Today, we are delighted to have with us as guest on this program. Dans une heure, c'est terminé. Dr. Albert Einstein. Nous sommes sur Terre, en Europe, en Belgique, à Bruxelles et même plus précisément au bar Via Via, situé près de la place Sainte-Catherine. Nous ? Oui, nous, les membres du Collectif, en direct du Via Via et de Radio Panique 105.4 pour la grande soirée de lancement du festival Pint of Science. Les 14, 15 et 16 mai prochains, des scientifiques s'installeront dans vos cafés et bars préférés pour vous parler de science. Pour vous parler de leur science. Vous pourrez vous rendre dans des bars de Bruxelles, Gand, Liège, Leuven, Anvers, Louvain-la-Neuve et Bruges et vous laisser porter, autour d'une bière, par la douce mélodie des trous noirs, des cellules souches, des accélérateurs de particules ou des équations mathématiques. La Belgique, vous connaissez déjà ? Eh bien, partez en France, au Canada, au Costa Rica, en Australie ou dans les 16 autres pays participants, vous y retrouverez Pint of Science et son concept révolutionnaire. La science, c'est pas votre truc ? Eh bien, venez quand même. Tout est fait pour rendre la science accessible à tous. Et si vous commencez malgré tout à avoir mal de tête, pas d'inquiétude, prenez simplement une deuxième bière et rassurez-vous, dans une heure, c'est terminé. Sur Radio Panique 105.4. Bonjour à tous, bienvenue au Via Via. Est-ce que vous allez bien, le Collectif ? Oui. Super, merci Sarah. Ça va bien. Moi aussi, ça va, je confirme. C'est comme mes deux collègues. Et Thibaut, comment ça va ? Ça va pas mal, c'est un petit défi technique de proposer un live depuis le Via Via, mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Ouh, absolument, même si c'est vrai que c'est un petit peu du bricolage pour l'instant. Mais on s'en sort plutôt bien, je pense. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet événement, donc le Pint of Science, auquel on est maintenant ? Eh ben non, moi j'en avais absolument jamais entendu parler, mais apparemment c'est une première en Belgique, donc c'est un petit peu normal qu'on n'en ait jamais entendu parler, mais au-delà de ça, j'adore le concept. Et est-ce que vous aurez envie de venir ? On en parlera plus tout à l'heure, mais là comme ça, ça a l'air plutôt sympa. Tu veux dire participer à une activité qui mélange alcool et science ? moi je souscris à ça, je serai largement présent. Je crois qu'on est tous assez partants. Ouais. Mais c'est une très bonne excuse pour faire de la science. Mais voilà. Et pour boire de l'alcool, absolument. Je peux dire à nos collègues, oui, ce soir je m'instruis, je suis désolé, mais en fait non, c'est simplement pour aller boire des bières spéciales. Mais oui, non, moi je pense que ça me tente à mort. Et il y a des membres du collectif qui ne sont pas là, mais qui étaient aussi fort tentés, qu'on salue peut-être au passage, qui n'est pas là. Salut Renaud, salut Henri. Coucou à Renaud. Henri devrait arriver. Gros bisous. Oui. Henri arrivera en cours d'émission, et sûrement en courant. Alors, on a été rencontrer Sarah a été rencontrer les organisateurs de cet événement aujourd'hui. C'est Céline Beaulieu qui fait de la communication et de la photo, et Guillaume Corradino qui dissémine les résultats de recherche de projets européens. Ils vont un peu nous expliquer comment ils ont organisé ça et qu'est-ce que c'est cet événement. Bonsoir Céline, bonsoir Guillaume. Ce soir on est avec vous dans l'événement de lancement du Pint of Science. Dites-nous, première chose, qu'est-ce que le Pint of Science ? Alors le Pint of Science, c'est une fête de la science, c'est une sorte de concentré de café scientifique à l'échelle internationale. Ça se passe dans 21 pays, ça se passe dans plusieurs villes en même temps, les mêmes jours. C'est une fête où on reçoit un scientifique dans un bar, là où les gens se trouvent. Généralement en Belgique c'est bien le cas, les gens se trouvent dans un bar et on apprend quelque chose dans un cadre sympa en buvant une petite bière. Céline, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça se passe exactement ? Parce que ici, si j'ai bien compris, c'est l'événement de lancement et pas vraiment l'événement en soi. Oui, tout à fait. Donc là, on fait l'événement de lancement pour le festival qui va se passer du 14 au 16 mai. Donc lundi, mardi, mercredi soir. Ce sera dans toutes les villes en même temps, donc dans les 7 villes. Ce sera les mêmes horaires à peu près, d'entre 19h et 22h. Est-ce que, Guillaume, tu peux nous préciser les villes dans lesquelles ça se passe ? Hyper important.
Bien sûr, Bruxelles évidemment. Ensuite nous avons Gand, Anvers, Louvain-la-Neuve, Louvain, Bruges et Liège. Techniquement, comment ça se passe? On s'inscrit sur l'événement, c'est un événement qui est gratuit, c'est ouvert à tout le monde ou c'est limité, il faut acheter une place, s'inscrire quelque part? Donc il y a des tickets qui sont en vente sur le site internet. Les tickets sont à 3 € pour tous les événements. Certains événements, il y a des boissons offertes dans les tickets, ça dépend, c'est propre à chaque organisation. On a aussi, pour les gens qui sont vraiment mordus et qui ont envie de savoir tout sur un thème, on a des tickets pour 3 soirées qui sont à 7,50 €. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, j'ai juste une dernière petite question pour vous. Donc, si j'ai bien compris de ce que Guillaume a dit au départ, c'est à la base un événement mondial. Et si je comprends bien, c'est la première belge. D'où est venue l'idée et comment vous avez fait pour l'importer ici? Pour ma part, en tout cas, l'idée m'est venue d'un Espagnol qui m'a dit qu'il avait fait ce genre d'expérience en tant qu'intervenant en Espagne et se demandait pourquoi il n'y avait pas la même chose à Bruxelles. J'ai trouvé l'idée très intéressante. J'ai contacté l'équipe internationale qui m'a mis sur la voie du festival un an plus tard et je crois que pour Céline, c'était la même histoire. Oui, sauf que c'était pas avec un Espagnol, mais non, j'ai juste vu que ça se passait en France et en Angleterre et j'ai toujours été très frustrée de ne pas pouvoir y aller. Du coup, j'ai contacté quelqu'un que je connaissais, qui connaissait l'organisation et de fil en aiguille, je leur ai proposé si un jour ils lançaient quelque chose en Belgique, j'avais très envie de faire partie de l'expérience. Parfait, merci beaucoup et on se voit tout à l'heure. Vous écoutez Dans une heure, c'est terminé. Voici du coup toutes les informations en ce qui concerne l'organisation du Pint of Science. Tout à l'heure, chacun de nous vous présentera un coup de cœur du festival. Mais avant cela, je vous propose, et surtout avant d'interviewer Emmanuel Géant, je vous propose une petite musique, Sound of Science des Beastie Boys. Like bumping around the town like when you're driving a Range Rover. Expanding the horizon, expanding the parameters, expanding the rhymes of sucker MC amateurs. And Noggle, Isaac Newton, and scientific easy. Ben Franklin with the kite, I get Nova with the key. Now rock, shocking the mic of the many times the times table. Rock well to tell the spell all of the old fables. Cause I've been dropping the new science, and I've been kicking the new knowledge. And I'm see to a degree that you can't get in college. Now the dregs of the earth and the eggs that I eat, I got pegs through my hands and one through my feet. Shade, stadium, the radium, EMD square, kicked out of the palladium. Should I think that I can't? It's the sound of science. The sound of science. Science. Robo-dope. The newest in new. Right up to your face and dish you. Waxing and milking all of your sweats. Time and money for girls covered with honey. Will I aspire to be as cunning? Feeling a rock and roll a B-size D-cup. Order the quarter deluxe. Why don't you wake up? My mind's kind of blowing like an oil projector. How do you get up to get the Jimmy protector? Went to surf and work, then exploded. She woke up in the morning and her face was coated. Bloody stunning, the man on the mic. Do what you like. Well, drunk, and I celebration to be that beginning. Well, I'll figure it out. Who makes the jacket? Sucking to the badges and the blue jackets. That's all I'm saying, cause I keep dropping it. I smell weak cause y'all keep popping it. People always ask me what's the phenomenon. Yo, what's up? Yo, what's going on? No one really knows what I'm talking about. Yeah, that's right. My name's Yao. Constantly on the fountain of youth, not Robotron. Peace is a word before, so move upon the dance floor. I'm gonna die one day, cause I'm going this way. Not like a road tour, pizza dope. I'm going out first class and going out coach. Rock my Adidas, never rock Fila.
I do not sniff the coke, I only smoke the Sensi Mila. Well, oh, if I know, let's go. What I live on right, and that's strictly wrong. I got science for any occasion. Postulated theory, formulating equations. Well, teachers it, it's no blizzard. Eat a chicken gizzard with a girl named Lizzie. Dropping science like Galileo dropped the orange. Vous écoutez, dans une heure, c'est terminé. Rebonsoir à tous, je rappelle que nous sommes en direct de Radio Panique 105.4 FM et nous sommes en plus en direct du Via Via pour le festival ou le lancement du festival Pint of Science. Moi j'aurais une petite question à poser à nos passants. Êtes-vous plutôt science ou plutôt bière ? Moi je suis plutôt bière, mais c'est-à-dire que par contre je bois de la bière mais de manière scientifique. C'est-à-dire que par exemple je me dis pas j'ai bu cette bière, je la connais. Non, je dis il y a aussi des conditions qui peuvent être particulières. La bière dépend des circonstances et donc je préfère répéter, c'est-à-dire l'expérience dans différentes conditions. Je pense qu'on ne peut pas boire de la bière comme ça dans le vide. Il y a toujours un impact de l'atmosphère et donc là par exemple je bois une Papegaille, elle n'a pas exactement le même goût que la dernière fois. Et la deuxième Papegaille n'aura pas non plus forcément le même goût que la première. Alors, sont mes sens qui sont altérés, chaque bière est unique, mais surtout chaque instant est unique et chaque instant mérite sa bière. Voilà, c'est ça que je pense. Ce passant est très sympa, il a un côté Édouard Baird qui me donne l'impression que c'est peut-être pas sa première Papegaille de la journée. il est parti malheureusement. Il est parti. Est-ce qu'on n'a pas une autre passante à qui on pourrait poser la question ? Madame ? Et vous, est-ce que vous êtes plus bière ou plus science ? Moi, je suis plus bière que science. J'y connais rien en science. Du coup, le Pint of Science, c'est quand même une occasion d'apprendre un petit peu de science tout en buvant une bière. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous connaissiez l'événement ? Non, je ne connaissais pas du tout. Je viens juste vous voir, vous. Et donc, je vais apprendre en vous écoutant. Ah. Le Collectouf a donc ses quelques fans. On attend Emmanuel G1. Oui, qui est en retard pour l'instant. Qui est un petit peu en retard. Est-ce que je peux me permettre de déjà un petit peu parler de ce qui va particulièrement me tenter lors de ce festival ? Mais oui, ça vous dérange pas ? Comme ça a été dit précédemment, ce festival aura lieu les 14, 15 et 16 mai. Et j'avoue que moi, le 15 mai, je serai très très probablement au Grimbergen Café, qui se situe place Sainte-Catherine au numéro 22. Alors pourquoi ? Parce que c'est une soirée entièrement dédiée aux cellules souches. Et alors je ne sais pas si les cellules souches ça vous parle, mais pour moi c'est comme une sorte de nirvana intellectuel. Les lézards qui perdent leur queue et dont la queue repousse, ce sont les cellules souches. Les salamandres qui perdent un bout de patte et dont les pattes repoussent, ce sont les cellules souches. D'accord ? Le fait de se blesser et de pouvoir ensuite se guérir et d'avoir sa blessure, oui, qui cicatrise et qui va après mieux, ce sont les cellules souches. Et la soirée est entièrement consacrée à ça le 15 mai au Grimbergen Café. Et je pense que j'y passerai ma journée, ma matinée, ma nuit et peut-être le reste de ma vie aussi. Moi j'ai une question pour vous qui êtes tous scientifiques dans le domaine de la science. Est-ce que les sujets choisis vous ont semblé complexes ou justement vous y voyez des possibilités de vulgarisation assez simples ? Moi, de ce que j'ai lu des descriptifs, j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont assez complexes et complets, mais les petits résumés qui sont sur le site du Pint of Science donnent l'impression que ça va être plus vraiment quelque chose de vulgarisation de science que vraiment des sujets compliqués, inabordables, on va dire, par le public habituel. Oui, et j'ai vraiment la sensation en tout cas qu'ils ont fait un gros travail d'accroche parce que quand tu lis les petits descriptifs qui sont donc disponibles sur le site internet de Pint of Science Belgium, eh bien vous voyez vraiment qu'ils ont réussi à accrocher des matières scientifiques éventuellement un peu barbares pour les gens qui n'y connaissent rien, mais vraiment dans des petits éléments qui sont en fait plutôt sexy, donc j'ai plutôt hâte. Et on va devoir s'interrompre ici dans nos coups de cœur respectifs parce que notre premier interviewé est là et qu'il est assez pressé, si j'ai bien compris. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Juin, vous êtes astrophysicien à l'Université de Liège. On a pas mal entendu parler de vous et de votre travail ces dernières années, notamment avec le projet TRAPPIST. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Oui, donc en fait ce soir, je suis très heureux de venir parler ici à Bruxelles de notre découverte, qui est une découverte de l'Université de Liège, mais aussi d'une équipe internationale en fait. Mais une découverte que nous avons réalisée grâce à des télescopes liégeois qui ont un nom très particulier qui s'appelle TRAPPIST. Donc c'est un peu dans le thème de ce soir, à Pint of Science, parce qu'avec mon collègue Michael Gillon, on est aussi des fans de bière belge. Et donc on a appelé nos télescopes du nom des meilleures bières au monde, évidemment, les bières trappistes. Mais ce dont je vais parler ce soir, ce ne sont pas des bières, c'est principalement de cette fameuse découverte qu'on a fait il y a un an,
tout juste un an en fait, un système planétaire tout à fait extraordinaire, finalement assez proche dans les termes astronomiques de la Terre, à seulement 40 années-lumière, ce qui est 400 000 milliards de kilomètres quand même, mais c'est une des étoiles les plus proches de notre système solaire. Et en fait, nous avons découvert autour de cette petite étoile qui s'appelle TRAPPIST-1 aujourd'hui, grâce à notre découverte, nous avons découvert un système formé de 7 planètes de taille terrestre et de masse terrestre. Donc ce sont des planètes rocheuses, un petit peu comme la Terre, dont 3 d'entre elles sont dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est la zone où on pourrait avoir de l'eau liquide, un peu comme sur Terre. Donc on pourrait peut-être même rêver qu'il y ait plus que de l'eau liquide sur ces planètes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une exoplanète, c'est ça? Oui, exactement. Donc en fait, les planètes de notre système solaire, il y en a 8 au total. Il y en avait 9 jusqu'en 2006, puis Pluton a été décommissionné, déclassé au statut de planète naine. Mais aujourd'hui, on trouve des planètes aussi autour d'autres étoiles que notre Soleil. C'est ce qu'on appelle des exoplanètes, ou comme on appelait avant aussi des planètes extrasolaires. Donc ce sont des planètes qui ne tournent pas autour de notre Soleil, comme la Terre, mais des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, comme celles que l'on peut voir dans le ciel à l'œil nu par une belle nuit dégagée. Et alors, donc vous nous avez parlé de télescopes pour détecter ces planètes. Il me semble qu'il y en a 2. Ils se trouvent où et pourquoi ces choix? Oui, donc nous avons 2 télescopes TRAPPIST, donc c'est avec mon collègue Michael Gillon, qui est un spécialiste sur l'étude des exoplanètes, que nous avons créé ce projet. Et nous avons deux télescopes qui sont robotiques, un dans le nord du Chili, dans le désert d'Atacama, à 13 000 km de distance à vol d'oiseau, et un autre dans l'Atlas, au Maroc, également dans les montagnes à 3000 mètres d'altitude. Et donc nous avons un télescope dans l'hémisphère sud, un télescope dans l'hémisphère nord, et grâce à ça, nous pouvons couvrir toute la sphère céleste toutes les nuits à la recherche de ces exoplanètes. Donc, ce sont des télescopes robotiques qui n'ont besoin d'aucune personne sur place. C'est pour ça que je suis là ce soir notamment, mais quand je rentrais à la maison, je démarrais un des télescopes, puisqu'au Chili, il y a un décalage d'à peu près 6 heures. On démarre nos télescopes une fois par jour, et le télescope fait tout seul, parce que nous l'avons programmé avant pour savoir ce qu'il doit aller rechercher dans le ciel. Du coup, ça vous permet de travailler au Maroc, au Chili, tout ça de Liège. Exactement, tout ça de Liège. Et en fait, tout à l'heure, si j'ai le temps, si on me laisse le temps, je me connecterai également avec mon ordinateur sur le télescope. Je l'ouvrirai devant les personnes pour montrer en fait le beau ciel bleu, et que je peux le piloter d'un petit clic de souris. Évidemment, c'est souvent quand on le fait en public qu'on a plus de problèmes. Donc c'est aussi très rigolo, c'est la vie réelle, mais voilà. Et alors, une dernière question, en quoi est-ce que c'est une avancée pour la recherche en physique ? Alors en fait, aujourd'hui, les astrophysiciens, il faut savoir que ça fait seulement 10 ans qu'on a découvert les premières exoplanètes. Il n'y a vraiment pas très longtemps de ça, 20 ans, pardon, les toutes premières. Et ici, c'est la première fois qu'on trouve des planètes de type terrestre qui soient dans la zone habitable et aussi proches de la Terre, qui va faire que d'ici quelques années, grâce aux très grands télescopes du futur, comme notamment le successeur du Hubble Space Telescope, qui va être envoyé dans l'espace l'année prochaine, que nous allons pouvoir éventuellement voir et pouvoir chercher pour la première fois s'il y a de la vie sur d'autres planètes que sur notre propre planète. Et ça, sans se déplacer jusque là-bas? Sans se déplacer jusque là-bas, parce qu'aujourd'hui, avec le vaisseau spatial le plus rapide, qui s'appelle New Horizon, qui est allé visiter Pluton, il faudrait 780 000 ans pour y arriver. Donc ce n'est pas demain la veille. Il y a un homme à la technique qui m'a demandé de vous poser une question. Il me demande, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer quel est votre rôle aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez exactement faire ? Est-ce qu'il y aura moyen de discuter avec vous après ? Oui, bien sûr. Donc j'ai une présentation qui dure à peu près 20 minutes, où je vais expliquer cette découverte TRAPPIST-1, et également, comme c'est de la grande vulgarisation, je vais m'amuser à montrer également un petit peu le buzz que cette découverte a fait. Je vais parler de science parce que je suis un scientifique évidemment, mais je vais essayer de faire comprendre à tout le monde cette découverte majeure en effet dans le cadre de l'astrophysique, puisque c'est la première fois qu'on trouve, je me répète mais c'est bien de le dire, des planètes de type terrestre suffisamment proches que pour que dans les années prochaines on saura si elles ont des atmosphères, si elles ont de l'eau liquide à la surface, et on pourrait même rêver pourquoi pas de la vie. Et bien sûr ensuite il y a un jeu de questions-réponses qui est prévu. Donc je me ferai un plaisir de répondre aux questions des spectateurs. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que tout ça... Ah, encore une question d'Elisa. Mais pardon. oui, j'essaye d'intervenir, mais ça ne marche pas. Non, en fait, vous nous avez un petit peu teasé, là. Vous dites qu'on pourra analyser ces planètes, savoir s'il y a une atmosphère, éventuellement des conditions propices à la vie, voire de la vie. Mais comment vous allez faire ça ?
Alors donc ici, avec nos petits télescopes, ce que nous avons fait, c'est découvrir le système. C'était déjà très important parce qu'il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont uniquement ces planètes qui sont suffisamment proches de la Terre que nous avons découvert à l'Université de Liège, donc avec Michael Gillon et notre équipe, qui vont nous permettre de justement pouvoir savoir s'il y a des atmosphères autour de ce type de planète. Alors comment, pour répondre à votre question, c'est grâce à un grand télescope qui va être envoyé l'année prochaine, le James Webb Space Telescope, un télescope de 6 mètres de diamètre infrarouge de la NASA. C'est un projet de plus de 10 milliards de dollars qui est en construction depuis une quinzaine d'années. C'est le successeur du Hubble Space Telescope. On a beaucoup d'espoir dans ce télescope pour trouver ce qu'on va appeler des biosignatures autour de ces planètes qui pourraient nous indiquer la présence éventuellement de vie à la surface de ces planètes. Les calculs théoriques montrent qu'on devrait pouvoir y arriver justement pour les planètes trappistoines s'il y a quelque chose à trouver, bien sûr. Mais ça, on ne le sait pas. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que quelqu'un a encore une question cette fois-ci? Eh bien alors, merci beaucoup. On va libérer notre interviewé. Toute cette interview me rappelle Avec un peu notre première émission du Collectouf qui avait comme sujet les exoplanètes et la migration de la population et éventuellement est-ce qu'on va migrer vers d'autres planètes dans un futur très lointain. Voilà, donc ça c'est pour nos auditeurs qui nous suivent ou ceux qui ont envie de nous suivre. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et à tout à l'heure. Oui, bonne présentation. Avec plaisir. Merci. J'ai envie d'un petit peu de musique, Sarah. Sarah, j'ai envie d'un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'on peut envoyer à la technique? Je peux vous proposer d'écouter Lemon de Bachar Mar Khalife. طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره محلك يا ليل القمر لما حبيبي زار يميني هز القمر وعنيتي يا بدر زهر الليمون عالشجر هز القلوب الحجر نواره لما بدر شميت هوا عطره محلك يا ليل القمر لما حبيبي زار يميني هز القمر وعنيتي يا بدر زهر الليمون عالشجر هز القلوب الحجر نواره لما بدر شميت هوا عطره طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره محلك يا ليل القمر لما حبيبي زار يميني هز القمر وعنيتي يا بدر
écoutez, dans une heure, c'est terminé. Nous avons réussi vainement à intercepter encore des nouveaux participants au Pint of Science, enfin je dirais plutôt spectateurs. Bonsoir Annie, j'aurais une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites ici, au Via Via? Je trouvais que le concept avait l'air assez sympa, donc Pint ou Pinch of Science en déclinaison bruxelloise. En fait, je suis scénariste à la base et je suis très très intéressée par tout ce qui est vulgarisation scientifique, comme vous le faites si bien dans cette émission. Et voilà, c'était l'occasion de découvrir cet événement. Et vous Bruno, qu'est-ce que vous faites ici? Vous l'accompagnez ou vous êtes aussi intéressé par l'événement? Donc moi c'est vrai que j'accompagne Annie, ça c'est une première chose. La deuxième chose, je vais essayer de me trouver à manger parce que j'ai quasiment rien mangé aujourd'hui, donc le côté pint était aussi assez intéressant. Mais aussi parce qu'on a rencontré déjà à Liège l'astronome en charge du programme TRAPPIST. Et on a vu qu'il était ici, donc on avait envie d'entendre une deuxième fois et de comprendre un peu mieux comment les choses se passent là-bas. Ah bah super, merci beaucoup pour vos petites réponses. On va vous laisser du coup aller au festival et écouter nos orateurs. Et bonne soirée. Et on vous rejoint tout à l'heure du coup. Vous tout à l'heure. écoutez le collectif et dans une heure, c'est terminé. Dans une heure, c'est terminé. Vous êtes toujours avec le Collectif dans une heure, c'est terminé, en direct du Via Via sur Radio Panique. Et j'ai à mes côtés Émilie Caspar. Bonjour. Émilie Caspar, vous êtes donc chargée de recherche et vous faites un post-doctorat pour l'instant à l'Institut néerlandais des neurosciences, si je ne me trompe pas. Exactement. Mais vous avez déjà un parcours de recherche assez costaud puisque vous avez aussi fait un postdoc à l'University College de London et votre doctorat à l'ULB, c'est correct? Presque. Presque. Mais on va dire que c'est bon. Merci, j'apprécie. Alors, si je vous ai à mes côtés aujourd'hui, c'est parce que le 16 mai, au Café Gester à la Porte de Halle, vous allez parler dans une session qui s'appelle There's no map to human behavior. Et de quoi allez-vous nous parler? Alors, j'imagine que je dois résumer au maximum. Si possible. En gros, j'essaye de comprendre comment on peut expliquer les comportements moraux des individus en relation avec une activité électrique cérébrale spécifique. Parce que généralement, quand on fait une action, quand on fait quelque chose, il y a une activité cérébrale spécifique qui précède. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le domaine des neurosciences sociales et essayer de comprendre qu'est-ce qui guide le choix des individus de faire des actions qui sont dites bonnes ou mauvaises, entre guillemets évidemment. Et vous vous intéressez tout particulièrement à la coercition. Oui, si exactement. C'est correct. Oui. Donc, qui, si j'en crois Wikipédia, est donc le pouvoir officiel de contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est le terme très général. Malheureusement, de nouveau entre guillemets, en science, on peut contraindre personne, éthiquement. Donc, on va plutôt parler des mécanismes de l'obéissance. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Milgram, mais c'est une expérience très connue qui a été faite il y a plusieurs décennies et qui a révolutionné un peu la recherche en psychologie parce qu'elle a montré que de nombreux individus étaient capables d'administrer un choc potentiellement létal à d'autres personnes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, malgré le fait qu'ils pouvaient entendre ces personnes crier au supplice. Et ces résultats, bien que discutés, sont en fait peut-être pas si étonnant que ça, malheureusement, parce que finalement, quand on regarde de manière générale l'histoire de l'humanité, la plupart des désastres qui ont été créés, comme les guerres, l'esclavage, etc., c'est toujours des actes d'obéissance et pas de désobéissance. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ça se fait que simplement recevoir l'ordre de quelqu'un et accepter de s'y soumettre modifie à ce point-là les comportements moraux des individus. Et donc c'est quelque chose que vous constatez effectivement dans vos recherches. Vous avez publié un papier relativement récemment qui a fait beaucoup de bruit, y compris dans le domaine pas spécialement scientifique. Déjà félicitations pour ça, c'est assez rare. Donc c'est plutôt chouette. Et dans ce papier, donc, vous vous êtes effectivement intéressé à la réaction cérébrale par rapport à effectuer une action sous un ordre ou justement par choix volontaire. Essayez de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vu. Ce qui est délicat dans ce type d'expérience, c'est d'essayer d'avoir des paradigmes expérimentaux qui sont le plus proches possible de la réalité. Parce que quand on fait une expérience, on étudie sur tout un échantillon, mais il faut arriver à avoir une situation commune pour tous ces participants afin de créer quelque chose de contrôlé. Et donc l'aspect social est très difficile à avoir, et donc ce qu'on a essayé de faire,
c'est d'avoir un paradigme dans lequel on avait 2 participants qui étaient testés en même temps, 2 volontaires. L'un était assigné au rôle dit d'agent et l'autre au rôle de victime. Et en fait, les rôles étaient inversés tout au long de l'expérience. Et en fait, la personne qui était dans le rôle de l'agent avait, dans une condition expérimentale, le choix soit d'envoyer une stimulation électrique relativement douloureuse à la victime pour gagner 5 centimes de plus à chaque fois, soit d'appuyer sur une autre touche qui n'envoie pas de choc, mais qui ne fait pas non plus gagner d'argent. Alors les chocs étaient réels, mais c'est pas comme dans 1000 grammes où ça va augmenter jusqu'à on ne veut pas savoir où. C'est tout à fait contrôlé et c'était adapté à leur propre seuil de douleur. Et donc, on avait une condition dans laquelle ils étaient complètement libres de choisir quoi faire et une dans laquelle ils obéissaient à mes ordres. Et donc, moi, je leur disais simplement d'envoyer un choc ou de ne pas envoyer de choc à la victime à chaque essai. Et qu'est-ce que vous avez constaté comme différence, du coup, entre les 2 conditions ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé qu'en fait, le cerveau, en conditions dites coercitives, donc quand je donne des ordres, utilise moins de ressources pour traiter les stimuli de l'environnement que dans une condition où la personne est libre de choisir quoi faire. Un peu comme si le cerveau se mettait en mode passif. Et donc en fait, on a comparé cette condition dite coercitive avec une condition dite passive, justement où c'est moi qui appuyais sur leurs doigts, donc vraiment ils n'avaient rien à faire, juste j'appuyais sur leurs doigts. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a observé que le cerveau utilise encore moins de ressources pour traiter l'information aux alentours dans une condition dite coercitive que dans une condition dite passive. Comme si l'effet psychologique de recevoir un ordre atténuait encore plus la manière dont le cerveau traite l'environnement que d'avoir quelqu'un qui appuie sur votre doigt. Alors que quand vous obéissez à un ordre, c'est quand même vous qui êtes l'auteur de l'action. Théoriquement en tout cas, mais voilà. Ça n'a manifestement pas tellement l'air d'être le cas. Quelles sont les implications au niveau social de votre expérience, à votre avis ? Ce qui est interpellant, c'est de voir à quel point juste obéir à des ordres peut modifier la manière dont le cerveau réagit. Et je trouve que ça pourrait avoir plusieurs implications. La première, c'est déjà peut-être, de manière plus générale, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de contrecarrer cet effet qui doit être lié à l'apprentissage finalement, parce qu'on apprend à obéir depuis notre plus jeune âge. On n'apprend pas à obéir à ce genre d'ordre, mais bon, de manière générale, on va dire que les êtres humains sont particulièrement obéissants. Et donc on essaye de voir s'il y a moyen d'aller contre cet effet. Et pour ça, on utilise également, on étudie également des militaires. On travaille en collaboration avec l'École royale militaire. Parce que ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils travaillent dans un contexte hautement hiérarchisé, hautement coercitif. Et donc, pour nous, c'est très intéressant de voir dans quelle manière travailler dans ce genre de contexte peut empirer, on va dire, entre guillemets ou pas, ce phénomène. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de trouver des populations ou des conditions ou des contextes qui font que justement, même en situation d'ordre, il n'y aurait pas cette espèce de pacification entre guillemets de l'activité électrique cérébrale. Donc Émilie Caspar, on vous retrouve le 16 mai à 19h au Gester. Donc si j'ai bien compris, vous serez au centre d'une table de discussion. D'après vous, ça va se passer comment ? Vous allez devoir faire quoi ? Il y aura qui en face de vous ? Il y aura quel type de public ? Absolument aucune idée, mais j'imagine des gens intéressés par la science de tous horizons. À mon avis, essentiellement des chercheurs, mais à mon avis, juste des gens qui s'intéressent au savoir et à la science de manière générale également. Comment vous avez réagi quand on a fait appel à vous ? Alors, moi, j'ai trouvé ça super cool parce que j'aime beaucoup faire ce genre de choses. J'aime bien participer à ce genre d'événements et en plus, en tant que chercheur, c'est un exercice vraiment très intéressant parce que d'arriver à rendre accessibles des recherches qui sont très spécifiques et très techniques, c'est vraiment tout un exercice et ça fait du bien de pouvoir s'entraîner à faire ça. Eh bien, Émilie Caspar, merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez donc donné aujourd'hui. Exactement, merci, je perdais un petit peu mes mots. On va vous laisser profiter de la soirée. Et donc, je rappelle les infos pratiques. On vous retrouve le 16 mai au Gester à partir de 19h. Merci beaucoup. Alors, le collectif, qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? Vous avez le choix. Moi, j'ai envie de parler de mes coups de cœur. Coup de cœur, hein ? Bah oui, je pense. Justement, parce que moi, c'est la soirée du 16 mai qui m'intéresse. Peut-être pas celle du Gester. Le collectif et dans 1 heure, c'est terminé. Dans 1 heure, c'est terminé. Donc Sarah, tu avais envie de nous parler de ton coup de cœur. Merci Thibaut de m'avoir coupé avec ta musique. Et oui, mais on met des jingles. Oui, il faut rappeler qu'on est sur Radio Panique, 105.4 FM, qu'on est là jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Et qu'on est en direct du Via. Pour un événement qui s'appelle Pint of Science. Voilà. Merci Thibaut. Mais moi, je voulais juste parler de quelque chose qui me botte particulièrement. Et en fait, s'il y a quelque chose que j'ai qui m'a toujours, fascinée, c'est le concept d'espérance de vie.
Et en fait, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle en France, l'espérance de vie était en moyenne de 25 ans dans la population. Et actuellement, donc en 2016, elle atteint 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes, ce qui est énorme. Et bien sûr, tout ça est dû grâce à l'avancée de la science, de la médecine, et je vous en passe des meilleurs. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui se cachait derrière les personnes âgées, en fait, derrière toutes les rides que ces gens ont? Dis-moi, Cédric. Pour moi, derrière une personne âgée, il y a une autre personne âgée. Et ils sont tous à la cantine en train de manger. C'est quoi cette question? Moi, je pense qu'il y a plus que ça. En tout cas, de ce que mes cours de médecine m'ont appris, c'est que il y a beaucoup de choses qui adviennent de nos cellules. Et je me suis toujours posé la question de savoir où va nous pousser cet aging, d'aller de plus en plus loin dans l'âge, parce que c'est pas vraiment une fontaine de jouvence, mais plutôt une sénescence, on va dire, de nos corps. Et c'est là qu'intervient Patrick Laurent et Dr Yvan Beautemps, enfin, j'écorche un peu leur nom, mais tous les deux nous parleront le 16 mai au Grimbergen Café de justement le aging. Donc je vous invite à tous y aller et je pense que j'y serai aussi. So be there or die trying. Je viens de réaliser, Patrick Laurent a été le promoteur de mon mémoire. Et donc j'ai travaillé sur la sénescence avec lui, c'est du pur hasard. Et on a travaillé sur des petits vers, sur des Caenorhabditis elegans. C'est très rigolo ce qu'il fait. Ça va être très sympa. Je pense que je viendrai avec toi, Sarah, ce jour-là. Eh ben, parfait. Et moi, j'ai aussi envie de vous parler de mon coup de cœur. Alors, j'aurais pu vous parler évidemment des soirées dédiées aux neurosciences, comme je le fais systématiquement, mais j'ai décidé de me renouveler, puisqu'en plus, nous avions Émilie Caspar auprès de nous pour nous parler de ces événements-là. Et je vais vous parler d'une autre de mes passions, beaucoup moins connue, celle-là, qui est le cosmos. Et donc, pour ça, il y a un événement le 14 mai au café The Sisters, toujours à partir de 19h, qui s'appelle Open Your Eyes, Look Up to the Skies. Et l'idée ici, c'est de vous proposer une promenade sensorielle dans le cosmos. Et alors déjà, rien que ça, moi, ça m'excite à fond. Et le principe, c'est qu'on a deux personnes qui viennent un petit peu vous parler de... le cosmos, on peut le voir, évidemment, ça, on connaît. Mais on peut avoir d'autres expériences sensorielles avec le cosmos. Notamment, le professeur Stein Beuting propose de sentir, au sens de l'odorat, le cosmos, notamment. Voilà, et ça, je trouve ça quand même super chouette comme concept. De l'odorat? Oui, quelle est l'odeur du cosmos. Voilà. Et on a une idée ou tu as un peu... Alors évidemment, il n'a pas révélé la fin, il n'a pas spoilé sa propre conférence, donc je n'en sais rien. Bon. Mais en tout cas, il a l'air de dire que c'est possible d'imaginer ce que sentirait le cosmos. Et je trouve ça ultra cool. Ensuite, comme deuxième intervenant ce soir-là, il y aura le professeur Geoffrey Compère qui lui propose d'écouter le cosmos et en particulier les tremblements du cosmos quand un trou noir et une étoile à neutrons fusionnent. Et par rapport à ça, c'est... Voilà, je suis curieuse, quoi. J'ai vraiment envie de savoir ce dont il sera question. Comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'ils ont fait un super bon boulot pour teaser un petit peu les conférences parce que ça éveille ma curiosité. Moi, je me suis plutôt intéressée au travail du docteur Romario Mello qui donnera une conférence le mardi 15 au Halles Saint-Géry. Donc, il va parler de l'horloge biologique, l'horloge circadienne qui règle notre vie et notre santé, etc. Donc c'est vraiment la mélatonine, la cortisol, les hormones qui permettent de dormir, de nous réveiller. Comment est-ce qu'elle rythme notre vie et aussi comment est-ce que c'est lié à la rotation de la Terre, ce qui m'a vraiment interpellée quand j'ai vu ça. Et donc ça m'intéresse beaucoup d'aller voir plus en détail de quoi il va s'agir. Eh bien, merci Sarah. Je fais une petite pause pour rappeler que nous sommes en direct du Via Via sur Radio Panique 105.4 FM dans le cadre du festival Pint of Science. Et on peut tous dire bonjour à Henri qui vient de nous rejoindre. Coucou Henri. Bonjour Henri. Bonjour Henri. Bonjour. Henri est là. Bravo. Sur Radio Panique 105.4. Et pour l'accueillir dignement, je vous propose en attendant d'écouter Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Don't think
what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Don't leave false illusion behind. Don't cry, I ain't changing my mind. So find another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. Vous écoutez le Collectouf et dans une heure, c'est terminé. Dans une heure, c'est terminé. On est toujours au Via Via en direct sur Radio Panique et 105.4 FM avec le Collectouf. Et il nous reste un quart d'heure pour notre émission. Dans une heure, c'est terminé. Une neurogénèse fort discutée, la fourrure de nos ancêtres et une guérison qui dort la nuit. Tout ça, c'est tout de suite dans le journal des news de l'actu de la science. J'adore la science. Cédric, à quoi ressemble le cerveau de papy et mamie ? Décidément, les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, les études s'enchaînent et se contredisent. Notre cerveau continue-t-il, oui ou non, à produire de nouveaux neurones lorsque nous vieillissons ?
C'est en tout cas ce que suggère cette nouvelle étude parue dans la revue Cell Stem Cell, où les chercheurs ont réalisé des autopsies sur des personnes âgées de 14 à 79 ans, décédées brutalement alors qu'elles étaient en bonne santé. D'après les auteurs, la neurogenèse, c'est-à-dire la production de nouveaux neurones, continue tout au long de la vie dans l'hippocampe, cette région du cerveau fortement impliquée dans la mémoire. Malgré tout, ces résultats contredisent ceux observés chez des animaux comme les rongeurs, dont l'hippocampe produit moins de cellules avec l'âge. Mais comme le rappelle la chercheuse Maura Boldrini, il semble que les humains soient différents des souris. Et cela pourrait signifier que nous avons besoin de ces neurones, de ces nouveaux neurones pour nos capacités d'apprentissage et nos réponses comportementales cognitives. Cette contradiction soulève une des limites bien connues de la recherche scientifique, à savoir étudier le fonctionnement de l'être humain en étudiant le fonctionnement de la souris. La suite au prochain épisode. Elisa, il paraît qu'on guérit mieux la journée. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, oui. Figurez-vous qu'en moyenne, la guérison est de 60% plus rapide si la blessure a eu lieu la journée. Et donc en fait, c'est une découverte qui est plutôt étonnante puisqu'il semblerait que le rythme circadien que tu as mentionné tout à l'heure influence la réaction des cellules de la peau, en l'occurrence ici les fibroblastes. Et donc ils ont étudié ça notamment chez des patients qui sont des grands brûlés. Et si on compare des patients qui ont été brûlés pendant la journée, on constate qu'ils mettent en moyenne 17 jours à guérir, tandis que des patients qui ont été brûlés la nuit mettent en moyenne 28 jours à guérir. C'est un petit peu étonnant, mais pourquoi ? Eh bien, les fibroblastes se déplaceraient plus rapidement sur le lieu de la blessure grâce à une activité augmentée pendant la journée liée à la protéine d'actine qui est impliquée dans le mouvement cellulaire, fatalement, puisque les fibroblastes se déplacent plus vite, mais aussi dans la réparation cellulaire. Alors les implications sont plutôt sympathiques puisque d'une part, ça implique que ça vaut mieux faire une chirurgie la journée que la nuit, et d'autre part, il serait à partir de ce moment-là théoriquement possible de faire un reset des cellules, donc pour leur faire croire qu'on est pendant la journée au début d'une chirurgie, afin que la cicatrisation et la guérison donc aient lieu plus rapidement. Et puis ça va poser la question de ceux qui travaillent la nuit aussi. Ah oui. Et tu essayes de teaser Alors, autre sujet, Sarah, d'où vient la chair de poule ? Eh bien, comme vous le savez, l'être humain ou l'homme a perdu la plupart de ses poils il y a environ 1,6 million d'années, c'est bien ça ? Mais du coup, à l'heure actuelle, le vestige qu'il nous en reste, c'est la chair de poule. En fait, il s'agirait d'un réflexe ancestral qui permettait à nos ancêtres et aussi aux autres mammifères actuels d'augmenter la température du corps pendant un courant d'air, par exemple, en augmentant l'épaisseur de l'air emprisonné dans la fourrure, et ça forme ainsi une couche isolante qui les protège contre le moindre courant d'air. Mais ce n'est pas tout, parce que ces petits muscles érecteurs des poils réagissent aussi à d'autres stimuli tels que la peur. Et cela permettait justement à nos ancêtres d'augmenter leur fourrure, ce qui augmentait leur volume corporel et qui leur permettait d'impressionner un rival ou un prédateur. Malheureusement, les hommes d'aujourd'hui ont perdu cette capacité d'impression en ayant perdu tous leurs poils. Il y a une question très pointue de la technique. Est-ce que les poules ont la chair d'homme ? C'est bien ça, Thibaut ? Probablement quand elles ont perdu leurs plumes. Faudra attendre quelques années encore avant que les poules perdent toutes leurs plumes. Et alors, une dernière info, un peu dernière minute, tout ça, Elisa, qu'est-ce que tu nous as raconté tout à l'heure ? Mais écoutez, voilà, en fait, je suis tombée sur cette info hier soir et ce matin, donc c'est tout neuf, c'est sorti il y a quelques jours, et ça fait beaucoup de bruit à la fois dans le monde scientifique, mais aussi dans le monde normal, disons. Et donc en fait, le principe, c'est que des chercheurs ont mis en évidence ont créé par erreur une enzyme qui serait capable de digérer le plastique. Et en fait, cette enzyme donc, a été créée de manière tout à fait accidentelle, mais elle permettrait de booster une bactérie elle-même mangeuse de plastique dont on avait parlé, je pense, dans un journal des news dans une émission précédente. Et donc le principe, là, c'est que théoriquement, il suffirait de relâcher notre incroyable enzyme pour aller débarrasser les océans des milliers de tonnes de plastique qui l'encombrent, puisque, comme vous le savez peut-être, on estime que d'ici 2050, il y aura plus de plastique, justement, que de poissons dans l'océan. Donc c'est plutôt une nouvelle pleine d'espoir en tout cas. Henri va être content. Alors je me permets de...
Vous écoutez, dans une heure, c'est terminé. L'émission va tout doucement toucher à sa fin et je vais me permettre de prendre la parole parce que vous savez, au Collectif, on essaie d'être le plus objectif possible quand on traite d'un sujet. Mais je dois bien avouer que ce festival dont on a parlé aujourd'hui, je le trouve vraiment très très bien. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais les connaissances scientifiques ou la science est souvent vue un peu comme un milieu hermétique, un petit peu avec des blouses blanches dans des laboratoires froids et où on n'a pas trop envie d'aller et on ne sait pas trop comment accéder à cette connaissance scientifique. Et je trouve ça vraiment super de faire rentrer la science et des intervenants dans des bars, dans des cafés, dans des centres-villes, là où les gens vont. Et ça permet vraiment à deux mondes que j'aime bien, à savoir le monde du divertissement et le monde de la science, de se rencontrer. Et je trouve que c'est vraiment une super initiative. Mais oui, on peut que vous encourager à participer à ce festival. C'est une première en Belgique, donc c'est particulièrement important aussi de montrer l'intérêt du public pour ce type d'initiative, pour justement permettre qu'elles se multiplient et qu'elles aient lieu plus régulièrement chaque année. Et effectivement, je pense que c'est l'étape primordiale de ce type d'événement, c'est en fait d'amener la science au public plutôt que de laisser le public essayer de se démerder avec des trucs de science qui sont parfaitement impigeables ou très mal relayés par les médias. Donc ici, c'est l'occasion de rencontrer les scientifiques en personne et là, vous êtes à peu près sûr de ne pas entendre n'importe quoi. Et tu le ferais toi, Elisa, toi qui fais de la recherche, qui est sans doute qui est la plus pointue parmi nous dans la science, c'est vrai parce que... Quel frottement Non, mais c'est vrai. Tu es la seule à faire de la recherche ici, d'accord. Et donc, est-ce que toi, je connais un petit peu la réponse, mais j'ai envie que tu nous expliques pourquoi. Si tu étais invité à participer à ce genre de choses, est-ce que tu le ferais ? Est-ce que tu le ferais dans n'importe quelle condition ? Est-ce que ça te tente ? Moi, je fais un énorme appel du pied aux organisateurs. Je serais absolument ravie, même beaucoup plus que ça. Je serais enchantée et complètement extatique à l'idée de partager mes recherches. Je pense que c'est vraiment particulièrement intéressant. Et pour moi, d'autant plus, parce que j'ai vraiment choisi un domaine, notamment pour son application sociale. Et donc, je serais... j'adorerais et je pense que la science n'a pas de sens à partir du moment où on ne fait pas l'effort de la rendre accessible aux gens. Donc pour moi, en fait, l'effort de vulgarisation, il est ultra important et même si c'est bien moins reconnu que les publications scientifiques absolument illisibles par quiconque n'appartient pas au domaine spécifique qui est étudié, en fait pour moi c'est même plus important ça que les publications en tant que telles. Enfin, peut-être pas plus important, mais ça devrait en tout cas avoir le même poids, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Moi personnellement, avant de m'intéresser à d'autres sciences que celles que je pratique, à savoir la médecine, l'astronomie, l'astrologie, tout ce qui était en rapport avec l'espace, je détestais ça parce que j'ai toujours détesté mes cours de physique à propos de ça. Et sincèrement, je trouve que déjà des paroles que Emmanuel Géant nous a dites tout à l'heure, en fait ça donne envie parce que c'est encore une fois, comme elle dit Elisa, c'est vachement plus accessible. Et je pense même que c'est quelque chose qui pourrait même s'adresser aux plus jeunes, ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire comme études supérieures ou comme boulot plus tard. Je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tous les publics de 7 à 77 ans, comme dit la chanson. Et c'est ça en fait que je trouve extraordinaire. Et en plus, ça permet d'y aller entre potes, de rencontrer d'autres gens et puis de rencontrer quand même des stars de la science, ce qui n'est pas négligeable. Je préfère ça plutôt que de rencontrer Kim Kardashian, personnellement. Ouais, moi aussi, je suis fort emballée par ce projet, comme vous, je le constate. Et aussi, bien sûr, par mon travail, vu que je travaille au département de diffusion des sciences de l'ULB, donc forcément, la diffusion des sciences, tout ça, ça t'intéresse. Voilà, ça c'est va. un peu, quoi. Ça va. Et donc, forcément, c'est fort sympa. En plus, on peut venir, effectivement, comme tu l'as dit, avec ses amis, boire un verre tranquillement, se poser et profiter de discussions sur des sujets dont on n'aurait peut-être même pas idée. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens, de discuter, de s'intéresser au monde et à ce qui se passe autour de nous. Donc c'est toujours un chouette moment. Et Infoscience, bien sûr, organise aussi d'autres événements qui sont dans ce même genre et qui sont toute l'année et qui sont accessibles de vulgarisation scientifique pour tous les publics. Voilà, donc si vous n'êtes pas libre le 14, 15 ou 16 mai, vous pouvez toujours chercher. À Bruxelles, il se passe plein de choses. Et ça se passe dans le monde entier, c'est Pint of Science. C'est ça qui est important de dire aussi, c'est que durant ces 3 jours de rencontres dans des bars, eh bien, les mêmes rencontres sur des sujets différents sans doute se dérouleront dans le monde entier. Je voudrais inviter nos auditeurs
s'ils nous écoutent et s'ils sont à Bruxelles, l'événement vient de commencer. Hein. Donc l'ouverture du festival Pint of Science vient de commencer. Là, ça a commencé vers 19h30. Là, c'est parti. Donc il va y avoir 3 rencontres ce soir. Plus discussion, plus toutes les infos sur comment participer, comment venir assister à ça. Donc rejoignez-nous au Via Via, où nous sommes en direct. Le direct va bientôt s'arrêter. C'est dans 1 heure, c'est terminé. C'est le Collectouf. Rappelons quand même les 3 dates et les 3 lieux. Elisa, tu t'en charges ? Alors, il y a notamment le 14 mai au Café de Sisters. Je ne connais pas les autres lieux, donc je panique un petit peu. C'est le Gester Bar Café, le Grimbergen Café Les Halles Saint-Gély. et les Halles. Voilà, et donc dans ces 4 cafés, vous avez un événement tous les soirs, le 14, le 15 et le 16 mai. Donc c'est les 4 cafés participants à lundi, Bruxelles. mardi, mercredi. Et alors, il faut Absolument. préciser que chaque café a un thème général, quoi. Voilà, mais vous retrouvez toutes ces infos sur le site internet. Et aussi, ça ne se passe pas qu'à Bruxelles. Vous pouvez voir des présentations aussi à Louvain-la-Neuve, à Liège, À Gand, à Leuven, à Bruges. à Bruges. Mais oui, donc où que vous soyez, je suis sûre qu'il y a un Pint of Science près de chez vous, donc aucune excuse pour ne pas y aller. N'oubliez pas de réserver. Merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous sur Radio Panique 105.4. On remercie bien sûr tous les intervenants qui ont accepté de se faire interviewer ce soir. On les remercie vraiment, ça a été très intéressant. On remercie Pint of Science d'exister. On remercie Pint of Science de nous avoir tolérés ici ce soir pour pouvoir faire un direct avec eux. On est très heureux d'avoir été ici au Via Via pendant 1 heure. On remercie Thibaut à la technique parce que sans qui cette émission n'aurait pas été permise. On remercie Clémentine, sa fidèle acolyte, sans qui rien n'aurait été possible non plus. On remercie, je vois des tas de gens qu'on connaît qui ont beaucoup servi. On remercie Guillaume, on remercie Isabelle d'avoir été là également. On remercie Xara ASBL, on remercie la Fédération Wallonie-Bruxelles. On remercie bien tous mes collègues du Collectouf. Merci d'avoir été là ce soir. Avec plaisir. Et dans un mois, on parle de quoi ? C'est terminé. On parle de logement dans un mois. Allez, dans un mois. À dans un mois. À dans un mois et rendez-vous sur notre page Facebook Collectouf, KO2LEKTOEF pour plus d'informations. On vous dit à très bientôt. Et notre chaîne YouTube. Et aussi sur YouTube. Du même nom.